James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Anthony for three. Bang! That one goes down. Rose trying to get open. Fires away. Bang! Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger? Let's get ready to rumble! Come on! Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Coucou à Bra. Coucou à Desco. Coucou à tous ceux qui sont dans le chat. Oui, l'écran noir c'est normal, j'ai voulu faire une petite intro stylée avec des gros récaps NBA parce que ce live sera consacré en grande partie à la NBA, mais pas que. Vous avez le gros son derrière, vous avez le gros son. Pour ceux qui ont la ref, on est sur du Space Jam et là ça passe. Là c'est comme ça. Pour les fans de NBA, les fans de ballon orange, on est sur une référence all time en termes de basket. J'espère que tout le monde a passé un excellent début de semaine, une bonne fin de week-end parce qu'on s'est retrouvés dimanche soir. On va couper la musique, c'est bon, c'est fait. J'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, c'est fait. Je vous l'avais dit dimanche soir en live. Si le Heat arrive à clôturer la série dans la nuit de dimanche à lundi face aux Boston Celtics, vous aurez droit à la grande preview des NBA Finals ce mardi soir. Je suis seul ce soir, je ne serai malheureusement pas accompagné d'Antoun pour ce stream, mais c'est pas grave, je vais tenter d'assurer le minimum syndical, comme on dit évidemment. J'espère que vous êtes chaud, parce que les finales NBA vont être très très chaudes. J'attends vos avis, les fans de NBA, ceux qui n'y connaissent même rien, balancez vos avis, vos réactions par rapport à ce qui va être dit ce soir. On est là pour ça, on est là pour partager un petit peu, même pour ceux qui n'y connaissent rien, on est là pour un petit peu partager nos connaissances et pourquoi pas vous donner un petit peu cette petite flamme qui va peut-être réveiller en vous le futur fan NBA que vous ne connaissez peut-être pas encore. Space Jam, un de mes films préférés. J'espère que Space Jam est un des films préférés parce que Space Jam est même dans la liste all-time des films à voir. Si vous n'avez jamais vu Space Jam, eh bien sachez que vous avez manqué quelque chose, mais qu'il n'est jamais trop tard pour parfaire un petit peu sa culture cinématographique. J'ai tout reconfig pour jeudi. Ah, ça j'aime bien. J'ai compris le message d'Esco. J'ai compris. À l'aise m'amène. Ça va faire plaisir. Donc voilà, le stream de ce soir, pour ceux qui... J'y connais rien, j'ai le droit de parler. C'est le principal. C'est pour ça qu'on est là aussi. On n'est pas là que pour être entre juste gros fans de NBA, fans acharnés, des gars qui veulent tout savoir, qui savent même peut-être tout sur tout. On est là aussi pour partager nos avis sur ce qui s'est passé. Je vais peut-être même, à ce moment-là, carrément vous donner peut-être des clés. Et comme ça, vous-même, vous savez, vous pourrez peut-être un petit peu derrière donner votre avis. Peut-être juste à l'énoncé de Lakers, de Los Angeles, peut-être à l'énoncé de Miami Heat. Vous allez vous dire, ah tiens, il y en a, je n'y connais rien, mais il y en a un qui sonne peut-être mieux à l'oreille que l'autre. Et du coup, boum, je choisis telle équipe pour être champion NBA. Coucou Fly, comment ça va, man? Oh, et le Simzer. Le Simzer, il est là. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir, ma man. Simzer, qui est un grand ami à moi, un grand fan de NBA, et qui m'avait dit, je passerai peut-être ce soir. Du coup, le voir ce soir, ça me fait vachement plaisir, mais ça me fait aussi vachement plaisir de tous vous avoir pour le gros stream
podcast. On dit podcast, mais vous savez, on est en live, on fait du streaming, et puis ce sera disponible sur YouTube pour ceux qui ne sont pas là, et pour ceux qui n'auront peut-être pas la chance de pouvoir être là jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. Demain, je vous mets ça sur YouTube, et vous pourrez regarder tout ça directement depuis votre téléphone, votre PC, et vous mettre à jour avant le grand début des finales. Mon maillot pue la merde, peut-être. Alors, je n'ai pas pris ce maillot juste parce que je suis fan des Lakers. Je ne suis pas un fan des Lakers. Vous savez tous que je suis un grand fan des Timberwolves, l'équipe de la loose, devant les New York Knicks, on va quand même pas exagérer, et les Atlanta Hawks. Non, j'ai choisi ce maillot parce que c'est le seul maillot d'une des deux équipes qui est en finale, mais ne vous inquiétez pas, si le Heat vient à gagner la finale NBA, j'aurai un gros maillot Tyler Hero qui ne sera pas là à la place du John Stockton, parce que John Stockton est un des grands intouchables de la NBA, mais le maillot de Tyler Hero sera porté ici, alors que si LeBron vient à gagner sa 4e bague, on pourra ressortir le maillot et on sera toujours présent. Ça, c'est sûr et certain. Avec la miniature la plus éducative de celle que j'ai pu faire pour Ed. C'est vrai, ça, c'est vrai. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, remercier d'avance Desco pour la miniature qui sera sur YouTube demain fin de matinée, début d'après-midi. C'est lui qui l'aura faite. Si vous avez des suggestions, des remarques, du gros clash à taper, c'est évidemment à Desco qui faudra vous adresser. Je rigole, il est incroyable ce maillot. C'est pas n'importe quel maillot. C'est le City Edition. Le gros City Edition avec toutes les petites étoiles sur le côté. Non, on va y venir. On va y venir petit à petit à ce petit débrief des playoffs et cette preview des finales NBA. Mais justement, la transition est incroyable. Comment faire en sorte que je vous explique quel est le programme? Eh bien, c'est tout simple. Première partie de soirée, on va parler un petit peu de NBA, même beaucoup de NBA. On va un petit peu débriefer sur ce qui s'est passé en playoff du côté des Lakers, du côté du Heat. Évidemment, on reviendra sur un petit peu sur leurs opposants directs lors de ces playoffs, mais on va pas trop s'étaler sur ce qui s'est passé en dehors de ces deux équipes. On n'est pas vraiment là pour ça. Si vous voulez, évidemment, je pourrai répondre à vos questions en fin de preview. Il y a aucun problème là-dessus, mais on va vraiment s'attarder sur la bulle des Lakers, la bulle des Heat, leurs playoffs, et surtout ce qui nous attend pour les finales, parce que c'est à peu près du jamais vu, hein. Si je dis pas de bêtises, on est quand même sur deux équipes qui n'ont pas fait les playoffs l'année passée et qui atteignent les finales cette année. C'est incroyable. Moi personnellement, ça me chauffe grandement. Là, j'ai envie de commencer dès le début. Je vais mettre le gros le bon gros le PowerPoint, on va dire ça, c'est pas vraiment l'intitulé du truc, mais voilà, je vais juste faire en sorte qu'on ait un petit cut. T'inquiète pas, je n'ai pas froid, bro. Je suis même beaucoup trop chaud là pour les playoffs et les finales. Le mauvais cut, mais c'est bon, on y est. Alors voilà, on est arrivé, ça y est, on y est, hein. Le 29 septembre 2020, c'est aujourd'hui, et les grandes finales NBA commenceront la nuit de mercredi à jeudi, c'est-à-dire du 30 septembre au 1er octobre pour les Européens, le 30 septembre pour les Américains. Assez incroyable, personnellement, je suis assez bluffé quant à ces playoffs auxquels on a eu droit cette saison, parce que des équipes ont confirmé, mais des équipes ont quand même vachement créé la surprise tout au long des playoffs. Je parle pas forcément des équipes qui sont en finale aujourd'hui. Je parle aussi notamment pour l'occasion du Miami Heat, mais aussi des Nuggets, qui sont deux équipes dont on reparlera, notamment le Miami Heat. Donc voilà, pas mal de grosses surprises lors de ces playoffs. Personnellement, de mon côté, et je pense que beaucoup de fans NBA n'avaient peut-être pas prédit ça, les Milwaukee Bucks ne sont pas les grands finalistes de l'Est du côté de l'Est de la NBA. C'est une grosse surprise. Je pense que, si je dis pas de bêtises,
toutes les personnes qui avaient fait ce qu'on appelle un bracket, donc qui avaient eux-mêmes dessiné leur playoff pour la saison 2019-2020 de l'NBA, avaient tous mis au moins les Bucks en finale de conférence, et je parle pas de finale NBA, je parle de finale de conférence de l'Est, et ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas parce qu'ils ont été largement, gravement, à la surprise générale, upset par une très 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 bonne équipe du Miami Heat qui ne finit pas de surprendre. Franchement, ça finit pas de surprendre. Je les avais pas mis là. Je le dis clairement, je ne les avais pas mis là. Mais sinon, on peut parler d'un côté, ce qu'on peut dire, un petit peu du choke, mais surtout de la grosse surprise, du choke des Bucks, mais surtout la grosse surprise du Miami Heat. Mais on peut parler, si on change de conférence, du gros choke des Clippers. D'ailleurs, bye bye Doc Rivers pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité. Les Clippers n'ont pas réussi à arriver au minimum les finales de conférence qui est à peu près le stade auquel tout le monde les attendait vu l'effectif. Ils se sont fait surprendre, ils se sont fait balayer, ils se sont fait renverser, utilisez tous les termes que vous voulez, par les Denver Nuggets qui étaient les grands finalistes de conférence à l'Ouest cette année. Autre grosse surprise, directement la bonne transition, les Denver Nuggets, incroyable. J'avais tenté le pari de mettre les Denver Nuggets en finale de conférence à l'Ouest. Je me suis dit, c'est un pari osé parce que c'est à peu près comme OKC Houston. J'avais mis OKC. C'est juste parce que je suis pas un grand fan. Des Clippers, mais au final, si les Clippers étaient passés, c'était quand même en soi logique. Finalement, c'est pas le cas. Les Nuggets ont commencé leur playoff. Ils perdaient 3-1 face au Jazz. Ils sont revenus. Merci, au revoir. 3-4. Allez, salut. Ils perdaient 3-1 face aux Clippers. Allez, merci, au revoir. 3-4. Et on file en finale de conf face aux Lakers. Qui là, par contre, c'est une équipe qui ne rigole pas. Une équipe qui, contrairement aux autres, n'a pas forcément pris à la légère les Nuggets. Et on va revenir là-dessus parce que ça me permet justement de passer justement à la section suivante. On va focaliser d'abord sur la conférence Ouest, la finale de conférence Ouest entre les Los Angeles Lakers et les Denver Nuggets. Alors, du côté des Lakers, 4-1. La finale s'est terminée 4-1 avec un petit game pour les Nuggets. C'était 3-1. Tout le monde s'est dit, tiens, les Nuggets qui perdent 3-1. On a déjà vu ça à 2 reprises. Pourquoi pas encore une fois un choke de l'équipe adverse et une remontée fantastique, un 3-1 lead, un blow 3-1 lead comme on dit en anglais, et une remontée fantastique des Nuggets. Malheureusement, ce n'est pas arrivé pour une simple et bonne raison, c'est que selon moi, les Lakers ont vraiment joué la carte de la confirmation. Durant ces playoffs, les Lakers, ils n'étaient pas là pour rire. On sait tous que peu importe l'équipe dans laquelle LeBron James peut se trouver, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Et même si en termes de scoring, il n'a peut-être pas toujours été présent, LeBron James c'est quand même quelqu'un qui a su se donner sur d'autres aspects du terrain pour justement pouvoir porter son équipe, et c'est ce qui a permis aux Lakers d'arriver en finale NBA. Pour moi, ça s'arrête à ça. Premier tour face à Portland, ça perd le premier match, 4 victoires de suite, merci, au revoir Portland. Deuxième tour, demi-finale de conférence face à Houston, ça perd le premier match, 4 de suite, merci, au revoir Houston. Et ici par contre, là c'était un petit peu différent. Ça s'est joué, si je dis pas de bêtises, 2-0 pour les Lakers. Les Nuggets reviennent à 2-1, et puis on est à du 3-1, et là justement il y avait tous les paris qui étaient possibles. Est-ce que les Lakers vont réussir à terminer leur série, ou alors est-ce que les Nuggets vont réussir à renverser encore une fois une série lors de ces playoffs? Malheureusement, ça ne s'est pas produit pour eux. Heureusement pour les Lakers, on a réussi à assurer, et on a réussi à assurer
pour moi grâce à 2 grands facteurs. Anthony Davis et LeBron James. Tout simplement. Anthony Davis qui a... Mais en fait, Anthony Davis est un petit peu l'expression même de ce qu'on a dit des Lakers, c'est-à-dire la confirmation. Anthony Davis nous a sorti généralement lors de tous ces playoffs en général, mais aussi lors de cette série, un petit peu moins lors des derniers games, mais en général des statistiques, comme j'appelle ça, en mode Minitel, c'est-à-dire un 35-10, un 36-15, code TF1, tout ce que vous voulez. Non, Anthony Davis s'est vraiment imposé comme un grand patron, et LeBron James, même s'il a peut-être été souvent même en dessous du scoring d'Anthony Davis, ça a pu se montrer vraiment très all-around en termes de scoring, en termes de passing, en termes de rebond. En témoigne d'ailleurs sa performance lors du dernier game face aux Nuggets, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'aimerais bien surtout focus un petit peu sur les Lakers qui ont eu 3 séries lors de ces playoffs, 3 séries quand même foncièrement différentes, notamment celle face à Houston, parce que Houston est une équipe qui joue ce qu'on appelle small ball, c'est-à-dire pas forcément avec des grands intérieurs, et donc les Lakers ont dû s'ajuster, et outre le talent des joueurs pour mettre en application ce qui a été dit, surtout un ajustement du côté du coach, du côté de Frank Vogel qui est à souligner. Franchement, c'est assez dingue, c'est assez incroyable, parce que OKC, qui avait des grands formats pour la raquette et des plus petits formats, n'a pas vraiment réussi à s'ajuster face à Houston. Pourtant, Frank Vogel a réussi. Il a réussi à faire une croix sur Javel McGee et sur Dwight Howard là-dessus, et à faire en sorte que Anthony Davis soit vraiment le grand format de cette série et puisse faire ses chiffres derrière. Ça s'en sort 4-1 sans forcément trop forcer. Donc grosse performance des Lakers pour arriver en finale de conférence face aux Nuggets. Je vais juste passer directement un petit peu plus du côté des Nuggets avant de recentrer sur la finale de conférence. Les Nuggets, je vous l'ai dit juste avant, grosse équipe. Équipe surprise et pas vraiment en même temps, parce qu'ils sont quand même très bien classés cette saison. Le gros problème des Nuggets, c'est qu'ils étaient menés 3-1 face à Utah lors du premier tour, et ils s'en sortent de 3-1, ils reviennent à 3-4, ce qui est assez incroyable. Et au tour suivant, c'est pareil, au tour suivant ils étaient face aux Clippers, que les gens donnaient largement favoris, et ça se comprend. Kawhi Leonard, Paul George, un effectif très 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 sale, Zubac, Montrezl Harrell, Lou Williams, enfin les Clippers, c'est quand même un gros collectif, un gros effectif, et donc on se disait si les Nuggets s'arrêtent là, c'est pas forcément c'est pas une mauvaise perf, parce qu'ils tombent quand même contre une équipe qui a du potentiel, qui a dans son effectif un champion NBA, parce que pour rappel, Kawhi Leonard était champion avec les Raptors la saison passée, et en plus de ça un MVP des finales. À côté de ça, ils avaient Paul George, qui est un très bon joueur aussi. Ils avaient le 6e homme de l'année en titre, Montrezl Harrell, et celui qui a rendu son titre, Lou Williams. Donc, gros effectif. Malheureusement, est-ce que les Clippers ont joué un petit peu la carte du on se laisse aller, on mène 3-1, tranquillou. Les Nuggets, c'est jamais ça revient. Mais faut arrêter un moment, les gars. 3-1, on a juste un match à gagner et on y est. Ouais. Je pense que si même un seul des joueurs des Clippers s'est dit 3-1, on n'a plus qu'un match à gagner. Si un seul des joueurs s'est dit ça dans sa tête, cette phrase doit toujours résonner. On n'a plus qu'un match à gagner. Parce qu'ils attendent toujours de le gagner. Ils attendent toujours, parce que 3-1 pour les Clippers, et derrière les Nuggets, merci, au revoir. 4-3 avec un Jamal Murray. Alors, si vous voulez voir un mec qui explose, un gars complètement fou qui peut prendre feu et qui vous enchaîne les paniers, mi-distance, 3 points, les drives, enfin, incroyable. Incroyable Jamal Murray. Nikola Jokic, évidemment, s'impose comme un des meilleurs pivots. Je dis pas le meilleur, point d'interrogation, pivot de la ligue. Incroyable performance des Nuggets lors des 2 séries.
malheureusement, peut-être coup de fatigue, meilleur coaching, meilleur ajustement du côté des Lakers. Là, j'y reviens. La finale de conférence du côté de l'Ouest, ça s'est peut-être pas passé comme prévu du côté des Nuggets. J'aurais peut-être pensé que ça allait se jouer en 4-2. Je pense que c'est ce que j'avais mis dans mon bracket. En tout cas, j'avais mis 4-2. Je me suis dit, tiens... je pensais pas que les Nuggets allaient peut-être être aussi fatigués en arrivant en finale après avoir joué 2 fois des séries en Game 7. C'est très lourd. Vous jouez 14 matchs alors que l'équipe qui est derrière vous, elle en a joué 10. C'est quand même très très lourd. Ça paraît rien. On vous dit 14 matchs, on vous dit 10 matchs. Vous dites, bon, ça va en vrai, c'est que 4 matchs. 4 matchs, quand vous devez performer pour les gros stars du genre 40 minutes, 38-40 minutes, c'est quand même très très lourd. Donc je pense que les Nuggets sont arrivés fatigués. Ils pouvaient avoir les ressources pour aller chercher peut-être plus qu'un seul game face aux Lakers. Mais les Lakers étaient plus reposés. Les Lakers, c'est aussi beaucoup d'expérience. Mais comme j'ai dit, c'est de l'ajustement tactique. Et c'est du Anthony Davis, du LeBron James. Et on a pu voir, par-ci, par-là, en fonction des games, du Rajon Rondo. Parfois, et alors là, on y reviendra parce que c'est pas forcément celui qu'on va mettre en odeur de sainteté dans la série, dans la finale, qui est à venir, du Danny Green, hein, qui a vraiment tardé à confirmer lors de ses playoffs. Et surtout du Dwight Howard. Dwight Howard a vraiment su s'imposer dans la série face aux Nuggets comme le bon gros pivot, celui dont on a besoin dans la raquette, outre Anthony Davis. Donc voilà, cette série était assez... elle était incroyable dans le sens où, et je vous le montrerai dans les vidéos que j'ai mis juste après, était assez incroyable parce que c'est 1-0 pour les Lakers, et dans le Game 2, Anthony Davis sort un 3 points. Anthony Davis, là, il vous sort un 3 points. Juste, j'ai sauté de mon siège. Ce siège-ci, là, celui sur lequel je suis assis. C'est pas compliqué. J'étais sur mon siège, j'étais en train de regarder le match en replay le lendemain. J'étais tranquille et je me dis, tiens, à la mi-temps, le match est pas serré, les Lakers sont devant. On se dit, ouais, ça va, les Lakers vont assurer, les Lakers vont aller chercher un 2-0 de façon plutôt tranquille. Et derrière, les Nuggets arrivent un petit peu à recoller. Là, j'étais en train de me poser des questions. Je me dis, waouh, le Game 2, c'est quand même vachement serré. Attention, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise du côté des Nuggets. Et puis dans les dernières secondes, hein, je pense qu'il doit rester 3 secondes. 3 secondes 1, 2 secondes 1. Il reste vraiment pas grand chose dans ce Game 2, dans le 4e quart-temps. Et là, remise en jeu. Alors, pour refaire un petit peu l'action, attaque des Lakers. Si je dis pas de bêtises, c'est Danny Green qui est dans le coin, qui doit armer et tenter de fusiller les Nuggets juste un petit peu avant le buzzer. Il se fait contrer par Jamal Murray, la balle part en sortie, balle pour les Lakers. Et là, Anthony Davis. C'est incroyable. Je vous l'avais dit lors de streams précédents, sans forcément faire de podcast, mais juste en parlant un petit peu entre nous. Je vous avais dit, si les Lakers sont champions, si LeBron James n'aligne pas forcément les statistiques pour être MVP des finales, pour moi le vrai MVP des finales, s'il continue sur sa lancée, c'est Anthony Davis. C'est incontestable, c'est indiscutable. Ce mec est vraiment... franchement, les Lakers gagnent la finale, c'est peut-être... on se rendra vraiment compte que c'est le mec qui manquait, c'est la superstar qui manquait aux Lakers pour passer un palier avec LeBron, parce que LeBron
il a peut-être besoin de quelqu'un aussi, hein. LeBron, malgré tout cyborg qu'il est, il affiche quand même 35 ans au compteur, il a peut-être besoin de quelqu'un, d'office besoin de quelqu'un, d'une autre superstar pour aller chercher ces finales et ce titre. Et assez incroyable. Je vais vous le montrer directement, j'ai été chercher quelques vidéos. Ce buzzer beater, comme on dit en anglais, buzzer beater, d'Anthony Davis, c'est du grand malade. C'est du grand malade. Mettez-vous dans une situation où vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes là. Les Nuggets, à quelques secondes de la fin, remportent le Game 2. C'est 1-1. C'est 1-1. La série n'est pas la même. Et puis, juste, Anthony Davis. 2.1 seconds remaining. Denver a foul to give. Jokic trying to disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Incroyable. 2 secondes, 1. Style, 2 secondes. Ah, je veux dire, je suis Anthony Davis, je cours en faisant ça. Hein. Comme ça, hein, et ça prend. On a chaud, tu vois. On a chaud. J'ai pris une vidéo, évidemment, qui montre un petit peu sous tous les angles ce 3 points, qui est incroyable. On pourra revenir, évidemment, sur le système défensif mis en place des Nuggets et surtout sur la mise en application du système par les Nuggets. On fait un petit arrêt sur image ici. Vous le voyez ici, Anthony Davis, il est là. Hein. Il est là. Vous avez son défenseur ici, son vis-à-vis, Plumlee. Et là, vous avez LeBron James, gardé par Jeremy Grant. Et vous allez voir, hein, Anthony Davis, il va partir sur le côté. On pense tous que LeBron James va prendre la balle, va tenter un drive, un ultime drive au panier pour la gagne. Et en fait, c'est Anthony Davis qui passe juste derrière LeBron James, qui se retrouve tout seul. Et qui se retrouve tout seul pour une simple et bonne raison, c'est que vous allez voir juste celui-ci, ce personnage-ci, là, Plumlee, qui va courir vers LeBron et Grant, et qui va complètement choke sa défense. Il va juste regarder et il va demander avec des signes de main de changer. Il va demander à Grant de peut-être bouger, ou à Jokic, que vous voyez juste là derrière, qui essaie de bloquer la remise en jeu, de faire quelque chose. Mais vous êtes celui qui suit le joueur qui est en train d'essayer de se démarquer. C'est votre taf d'y aller. Peu importe l'écran que vous prenez, le joueur que vous allez déboîter avec l'épaule, c'est votre taf. Et le taf, Plumlee l'a pas fait. Ça se voit sur l'action, regardez. Anthony Davis décale, Plumlee, hop là, ah. Alors tout aussi grand qu'il est, tout aussi bon défenseur qu'il est, Jokic, il est un peu en retard sur cette action. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'a sorti Anthony Davis sur ce buzzer beater, c'est incroyable. Comme je vous l'ai dit, c'est 1-0 à ce moment-là pour les Lakers. S'il la met pas, c'est 1-1. Il la met, c'est 2-0. C'est pas la même série. C'est pas la même série pour les Lakers. C'est pas la même série pour les Nuggets. Et ça joue, hein. Ça joue dans le mental d'une équipe. Les Nuggets sont pas fait avoir. Hein. Le game suivant, ils le remportent. Franchement, ils ont très très bien géré d'ailleurs le game suivant. Mais pour le coup, t'arrives, tu te dis, ok, ce game-ci, on va le gagner, c'est 2-1. Ou ce game-ci, c'est 2-1 pour nous. Et par contre, ce game-ci, si on le gagne, c'est 2-1 pour eux. C'est vraiment pas la même chose. Donc, ce catch and shoot d'Anthony Davis est assez incroyable. J'étais vraiment bluffé. Je vous le dis, j'étais sur mon siège. J'ai gueulé. Je me suis réellement levé de mon siège d'un coup et j'ai gueulé genre waouh. En plus fort encore. C'est incroyable, mais après voilà, je suis en train vraiment on pourrait croire que je suis en train de faire vraiment tailler un petit peu les éloges des Lakers, mais il faut pas enlever ce que les Nuggets ont fait. On va pas leur enlever ce qu'ils ont fait lors des 2 premières séries et lors de ces finales-ci, parce que les Lakers ont gagné.
Mais au final, ils n'ont pas démérité. Ils ont clairement pas démérité. Les Nuggets ont vraiment montré quelque chose de très très lourd, très 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 lourd et bien organisé face aux Lakers, avec évidemment le show Jamal Murray, qui nous a sorti des performances parfois dignes de Michael Jordan. Et en parlant de Michael Jordan, la transition est incroyable, franchement. On se croirait vraiment dans un truc rodé comme jamais. Ce layup de Jamal Murray, c'est du Jordan. Là, vous regardez ça, vous avez vu l'action, hein, vous êtes dit genre, il y a quoi d'incroyable là derrière? Oula. Oups. Je dis, il y a quoi d'incroyable là derrière? En quoi c'est incroyable ce qu'il vient de faire le mec? Pour rappel, dans les années 90, Michael Jordan a fait ça, on était tous sur le cul. C'est un move incroyable. Incroyable. Faites-le un jour. Faites-le un jour. Demandez à un de vos potes de se mettre devant un panier et de sauter comme ça. Et vous arrivez droit devant, vous essayez de foncer et en dernière minute, vous faites une petite passe et vous faites un scoop juste derrière. Incroyable. Donc faut vraiment pas enlever aux Nuggets ce qu'ils ont fait lors de ces playoffs. Certains auraient peut-être aimé voir plus. Moi je mets peut-être ça sur le compte de la fatigue. Mais le fait est que voilà, les Lakers ont réussi à passer ce step, sont revenus en finale NBA. Et avec une mission, hein. Ça, on y reviendra plus tard, mais je pense que outre le leadership d'un LeBron James, les qualités de joueurs d'un LeBron ou d'un Anthony Davis et même l'expérience du collectif qui les entoure, il y a une grande mission derrière, une grande mission qui a fait en sorte que moi je les ai mis en champion et je changerai pas mon avis, même si je spoil un petit peu la fin en termes de pronostics. On y reviendra plus tard. Là, de mon côté, j'aimerais bien juste passer sur l'autre série, comme ça après on peut vraiment faire la grande preview des finales NBA, ce qui est un petit peu le but de ce soir, même si j'aimerais bien remettre un petit peu en contexte pour tout le monde. Miami Celtics. À gauche, sur votre écran, une équipe que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs attendent. À droite, une équipe, personnellement, et no offense, avant les playoffs NBA, on n'attend peut-être pas à ce niveau-là. Je dirais pas que c'est... Si, en fait, je vais quand même en dire, c'est la grosse surprise. C'est la très grosse surprise de ces playoffs. Autant les Nuggets en finale de conf, c'était un pari à prendre. Si on n'aime pas les Clippers, évidemment qu'on parie sur les Nuggets ou quoi que ce soit. Celui qui met les Heat en finale NBA de cette saison, je l'attends. Que cette personne se manifeste dans le chat, parce que de mon côté, je l'attends de pied ferme. C'est incroyable. C'est incroyable. La saison est très bonne des deux côtés, hein, du côté des Celtics, du côté de Miami, mais la bulle est différente et les playoffs, s'il vous plaît, les playoffs du Heat, c'est chapeau bas. C'est chapeau bas. En termes de performance collective, d'ajustement tactique, de maîtrise du money time et on a la capacité de fermer un match quand on est devant. Rien à dire. Ce sont les meilleurs. Première série face à Indiana. Évidemment, je pense que beaucoup avaient peut-être mis Miami, certains avaient mis Indiana. Évidemment, on n'est pas à côté évidemment des fans d'Indiana qui avaient évidemment supporté leur équipe, mais peut-être d'autres. Et derrière, Miami l'emporte de façon assez remarquable et vraiment en disant genre bon, on attend les vainqueurs de Orlando Bucks juste au-dessus là au tour suivant et on se parlera après. Par contre, le tour suivant, Miami Milwaukee Bucks, attention les fans des Bucks, presse F,
on met un petit F pour les fans des Bucks. Mais surtout, attention au Heat. Je vois qu'on se manifeste pour dire attention le Heat. Personnellement, j'avais mis le Heat en demi-finale de conf, mais j'avais mis les Bucks en finale de conf. Pour moi, c'était inconcevable. C'était inconcevable que celui qui, maintenant on le sait, mais à l'époque j'avais prédit comme MVP, pas comme défenseur de l'année, mais comme MVP, Giannis Antetokounmpo, qui finalement est défenseur de l'année et MVP, qui a réussi à faire le doublé, ne puisse pas passer ce tour et terminer en finale de conférence face à des Raptors ou des Celtics, mais qui au final n'aurait peut-être pas forcément été un obstacle pour eux. Et je pense que s'ils étaient arrivés en finale, auraient vraiment pu aller en finale NBA s'ils avaient été en finale de conférence. Malheureusement, non. Le Heat est arrivé devant et le Heat a dit non. Genre là, sur leurs mains, il était écrit non, tu passes pas, c'est non. Ils ont pris une pancarte, ils ont fait non. Ici, là dedans. Là, derrière la porte, là, il y a les finales, il y a la finale de conf. Et le Heat, c'était le sorteur qui était comme ça, tu vois. Et ils ont vu les Bucks arriver, ils ont fait toi, j'aime pas ta gueule, tu rentres pas, non. Et le Heat, et les Bucks, ils ont fait genre, ah ouais, allez, vas-y, viens te battre 2 secondes, tu vas voir si je veux pas rentrer. Et les gars, ils ont fait, non. Pourras me sortir tout ce que tu veux. Pourras même me sortir ton plus gros coup. Ça me fait pas peur. Le Heat a été incroyable. Le Heat a maîtrisé, retourné, expédié cette série face aux Bucks. Moi, je vous le dis, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul. C'est complètement fou. Les voir en finale de conf, c'était peut-être pour moi la plus grosse surprise de ces playoffs 2020. Et de l'autre côté, par contre, juste un petit peu pour switcher, et après je ferai mettrai un petit peu en avant quelques points dans les deux équipes. Voir Boston en finale de conf, c'était pas forcément une surprise. Je les avais prédits en finale de conférence. Je les avais pas mis en finale NBA. Malgré le talent intrinsèque, je dirais, de l'équipe. Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart. Marcus Smart, franchement, s'il m'entend, j'espère qu'il me fait la bise parce que je l'avais mis vraiment en Factor X pour les Celtics et il s'est montré intraitable dans la plupart des rencontres. Ils ont du talent, mais moi j'avais mis les Bucks en face. Donc c'est clair que quand tu as Celtics Miami, il faut un petit peu rebattre les cartes. Et là par contre c'était un peu différent. Parce que t'as un Heat qui arrive le couteau entre les dents. Ils ont battu Indiana, qui était un petit peu une obligation pour eux. Ils ont battu les Bucks. Ils avaient rien à perdre. Et le Heat n'avait rien à perdre face aux Bucks. Ils arrivent en finale de conf. Il fallait pas arriver... Les Celtics, il fallait pas arriver le pied un petit peu retiré de l'accélérateur. Parce que là, le Heat était beaucoup trop chaud. Le Heat était beaucoup trop chaud et on l'a vu, et j'y reviendrai pendant la preview des finales, mais juste pour parler un petit peu ici des finales de conférence, le Heat c'est vraiment un collectif. Je l'ai dit, je le répète, le Heat c'est clairement un énorme collectif. C'est du vétéran, c'est du joueur avec un petit peu d'expérience, et c'est aussi du genou. C'est du genou, c'est du sophomore, c'est du rookie, c'est du Duncan Robinson non drafté, c'est du Tyler Hero, c'est des mecs qui ont pris feu lors de cette série, qui nous ont tous mis en PLS total, Je veux dire, Bam Adebayo, le mec a dit là c'est ma raquette, c'est moi le patron, mais la raquette en face là-bas, c'est ma raquette aussi. Donc en fait, c'est moi le patron. Et Daniel Theis qui a fait un excellent game 5, si je dis pas de bêtises. En général, Bam, c'est un grand malade. C'est mobile, c'est capable de scorer dans pas mal de positions. Ça va chercher les fautes, ça rentre ses lancers francs. C'est fou. Bam Adebayo, c'est
incroyable. Franchement, c'est un joueur, on le regarde et on se dit genre, ouais, ça peut donner quelque chose de bien, ça. C'est bien, c'est un bon choix du Heat en termes de joueurs intégrés dans l'effectif, etc. Mais quand on regarde les playoffs de Bam Adebayo, pardon, c'est du grand malade. C'est du grand malade. Et il n'y a pas que Bam, hein. Il n'y a pas que Bam. Je vais juste citer des joueurs que je mets en duo, même s'ils n'ont pas forcément de base. Ils ont peut-être le même profil, mais ils ont montré des côtés bien différents lors de cette série des playoffs, mais surtout de cette série. C'est Tyler Hero et c'est Duncan Robinson. Alors, Tyler Hero, qui est drafté par le Heat, est un joueur qui, si je ne dis pas de bêtises, vient de Kentucky et un gros tireur à 3 points. Gros scoreur à 3 points. C'est assez fou. Je parlais donc de Tyler Hero, mais il faut aussi parler de Duncan Robinson. Duncan Robinson, c'est un grand malade. On met Bam Adebayo dans la catégorie des grands malades, mais Duncan Robinson, c'est la catégorie du what the fuck. C'est un mec qui n'est pas drafté. Ce mec n'est pas drafté. Quand vous voyez ce qu'il a fait avec le Heat, quand vous voyez ce qu'il a fait lors de ses playoffs, vous prenez juste le terme non drafté. Après, ça arrive. On ne peut pas forcément évaluer le full potentiel d'un joueur, savoir qu'il va exploser à un moment ou quoi, mais juste la dinguerie qu'il nous propose en playoff et le fait qu'il n'est pas drafté, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce sont deux coups de poker. Ce sont deux coups de poker du Heat. Parce que on parle d'un rookie, donc quelqu'un dans sa première année, Tyler Hero, et on parle d'un sophomore, Duncan Robinson, donc sa deuxième année. On parle de joueurs très jeunes, à qui on donne quand même beaucoup de responsabilités. Enfin, ils ont quand même énormément de temps de jeu pour des nouveaux en NBA. Et certes, le Heat a son effectif de joueurs d'expérience, de vétérans, tout ce que vous voulez, avec des gros stars comme Jimmy Butler, mais c'est quand même assez incroyable de donner autant de minutes à des jeunes comme ça et de voir que derrière, ils assument totalement. Ils prennent leurs balls en main et ça rentre des 3 points. Et ça fait des perfs à plus de 30 points. Des trucs complètement tarés. Tyler Hero, ce qu'il a sorti. Qu'est-ce que tu veux dire ? Enfin, t'es Boston, t'es dégoûté. T'es dégoûté parce que derrière, voilà. Mais tu vois un mec comme ça et tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire ? À 3 points, ça rentre. À mi-distance, ça rentre. En drive, ça rentre. Et parfois, il y a le N1 derrière. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et outre du Bam Adebayo, qui s'est imposé vraiment comme un énorme joueur dans la raquette, et des jeunes comme Tyler Hero et Duncan Robinson, faut aussi mettre en avant des joueurs comme Goran Dragic ou Jimmy Butler, parce que Goran Dragic, c'est une valeur sûre. C'est fou, hein. C'est une valeur sûre du Heat en termes de meneurs. Il est là. Il répond présent. Et par contre, Jimmy Butler, Jimmy Buckets, tout ce que vous voulez, il a fermé des bouches. J'ai envie de dire que c'est techniquement le patron de cette équipe. C'est la superstar. C'est lui qui est là pour aider à faire avancer le collectif, qui est là pour intégrer un petit peu les jeunes. Mais c'est la superstar, mais on se rend vraiment compte que le Heat, c'est vraiment un collectif. Parce qu'on se dit pas Jimmy Butler carry de ouf le Heat lors de ses playoffs. Tout le Heat est monstrueux. Mais il y a Jimmy Buckets qui est là en patron. Jimmy Buckets. Complètement fou. Complètement fou. Il a fait des interceptions face à Boston. Des trucs qui renversent un match. Qui vont clôturer un match qui est déjà un petit peu maîtrisé par le Heat, mais où on se dit, les Celtics peuvent revenir. Boum, boum, 2 interceptions derrière. Allez, merci, au revoir. Jimmy a dit, c'est bon, les gars. Vous y croyez 2 secondes, mais faut arrêter maintenant. Faut arrêter. C'est assez incroyable. Franchement, le Heat, chapeau bas. Chapeau bas pour ce qu'ils ont montré dans ces playoffs. Mais
comme je dis, hein, j'ai fait un petit peu, entre guillemets, on pourrait croire que j'ai fait l'éloge des Lakers, j'ai fait l'éloge du Heat, mais il faut quand même souligner les grosses perfs des Nuggets et aussi pour le coup des Celtics, parce que les Celtics c'est aussi une équipe jeune et qui a beaucoup de talent. Certes, il va falloir un petit peu d'expérience. Je doute pas que les Celtics vont potentiellement être un très gros candidat au titre l'année prochaine, comme il l'était cette année, hein. Mais ils sont tombés sur la surprise du Heat. Le Boston joue les Bucks. Je sais pas si je mets Boston qui passe. D'ailleurs, je l'ai pas mis. Mais quand tu joues face à une équipe surprise qui a le couteau entre les dents et qui continue à savoir s'ajuster de match en match et à maîtriser son sujet. Il y a un moment, c'est l'histoire, tu peux rien faire. Mais on peut pas non plus on peut pas dire que les Celtics n'ont pas bien joué. Les Celtics ont vraiment bien joué, mais ils sont tombés sur vraiment plus fort qu'eux pour le coup. Si je devais maintenant donner peut-être un point négatif aux Celtics, après n'hésitez pas à réagir évidemment par rapport à ça, j'ai l'impression de ce que j'ai vu des matchs, c'est en fin de match surtout en fin de match, quand les Celtics sont menés au score, pas de beaucoup, c'est une histoire de 3-4 paniers, tu vois, truc du genre, c'est de 3-4 possessions, et même encore pas si loin que ça. Quand ils sont dans cette situation, ils ont du mal à conclure en fait. Ils ont du mal à se dire genre, maintenant les gars, on lance la réaction, on va chercher les paniers qu'il nous faut, on défend bien, et on essaye d'aller derrière, d'aller chercher la victoire et de conclure là maintenant direct. J'ai l'impression qu'ils ont eu du mal. J'ai l'impression que quand ils étaient menés, en fait, les Celtics, ils ont surtout... C'était très brouillon. Les interceptions de Jimmy Butler, la fin de match où ils sont pas... La fin de match ici, c'était le game 6, où ils sont dedans, mais en fin de match, le Heat est revenu, donc le Heat est un peu devant, et les Celtics doivent faire quelque chose, mais les Celtics savent pas trop quoi faire, en fait. Ils ont des stars, ils ont le potentiel. Peut-être c'est Brad Stevens, peut-être que les joueurs n'ont pas forcément réussi à mettre en place le système qu'il fallait, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ce déclic psychologique, mental, pour se dire genre, let's go les gars, on inverse la tendance, là maintenant. Après, c'est peut-être juste... Ça ne reste que mon avis, évidemment. Ça ne reste que mon avis. Peut-être que les fans des Celtics iront chercher beaucoup plus loin. Mais de ce que j'ai vu, là, en regardant les matchs, c'est en fin de match, quand c'est mené, c'est un petit peu trop fragile. Une fois que l'autre équipe domine un peu et met un petit peu plus le pied sur l'accélérateur, ça se laisse vite déborder. Après voilà, ça c'est vraiment mon ressenti. Et c'est dommage parce que je pense que les Celtics avaient vraiment l'effectif, la force, les capacités techniques et mentales pour vraiment gagner cette série. Mais le Heat était au-dessus. Alors qu'en vrai, je pense qu'intrinsèquement, les Celtics ont peut-être le meilleur effectif. Parce qu'en termes d'attaque et de défense, c'est quand même très présent, quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu le gros point négatif que je mettrais par rapport à cette série. Mais évidemment, comment ne pas souligner les perfs de Jason Tatum qui, certes, malgré parfois, comme ça de temps en temps, un petit carton ou petite mi-temps où il se passe pas grand-chose, nous sort une grosse éruption en termes de scoring dans la deuxième mi-temps. Non, Jason Tatum qui était incroyable lors de ses playoffs, lors de cette série. Et comme je l'ai dit plus tôt, Marcus Smart. Moi j'avais dit Marcus Smart, si le mec est chaud, ce sera un gros facteur pour les Celtics. J'avais dit ça lors de la série face à Philadelphie. Je pense que j'aurais pu mettre un Marcus Smart en joueur à suivre en Factor X dans toutes les séries. Parce que c'est un gars qui a été nommé dans la All Defensive Team. C'est un grand malade. C'est un mec, c'est un pitbull. Il va se donner.
des deux côtés du terrain, même si on a vu que c'était un petit peu parfois compliqué en attaque, mais en défense, il est là, quoi. Il lâche pas l'affaire. Le mec, il va arriver, il est là, il défend, il est sur tous les côtés. Et mais je vois que ça réagit par rapport à ça, et c'est clair que c'est un autre point que je voulais souligner, c'est Gordon Hayward. Gordon Hayward, que, évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup. Mais c'est clair que les allers-retours, circonstances personnelles, on n'est pas là pour juger et pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais le fait que Gordon Hayward soit là, pas là, et puis revienne en milieu de série, enfin tout ça n'a pas forcément aidé les Celtics, parce que je pense que c'est un joueur qui, on l'a vu, hein, c'est un joueur qui peut changer beaucoup de choses. C'est pas un joueur qui va marquer 35 points sur un match, mais c'est un gars qui, en termes dans les rotations, en termes d'apport offensif, etc., d'expérience aussi, peut apporter beaucoup. Donc voilà, les Celtics n'ont peut-être pas forcément été aidés sur certains points de vue, mais on peut pas contester. Et le score de la série en atteste que le Heat était clairement au-dessus lors de leur confrontation. Moi personnellement, le joueur que je veux mettre en exergue dans cette série entre les Celtics et le Heat, c'est Tyler Herro. Tyler Herro, c'est un grand malade. À suivre. Hein. Moi, je commençais un petit peu à suivre parce que j'aime bien le circuit NCAA, donc le circuit universitaire, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec ça. Et j'avais vu le March Madness avec Tyler Herro, et j'avais un petit peu suivi de loin parce que j'avais entendu que c'était un bon prospect, et donc j'avais un petit peu regardé ses matchs en unif, même si son équipe n'était pas forcément celle que je regardais le plus. Et il était très impressionnant, et de voir ce qu'il a réussi à faire, comment il a réussi à s'imposer au sein d'un effectif comme celui du Heat qui est en reconstruction. Donc c'est à la fois compliqué et en même temps c'est ta chance, quoi. Quand t'es un rookie, t'arrives dans une équipe en reconstruction, c'est qui tout double. Soit t'arrives pas à t'imposer, et du coup l'équipe va trouver des joueurs à faire jouer dans sa rotation de base et des joueurs de banc, et tu seras peut-être pas forcément pris en compte, du coup tant pis pour toi, c'est dommage mais ça peut arriver. Ou alors t'arrives à t'imposer, t'arrives à être genre limite le 6e homme de ton équipe, voire peut-être revendiquer un poste de titulaire dans le futur, et c'est Tyler Herro, quoi. Tyler Herro, c'est un grand malade. Ce gamin, c'est un gamin, hein. J'ai 28 ans, je parle de Tyler Herro, ça pourrait être mon cousin, il a quel âge? Il a 7 ans de moins que moi, il a 21 ans, je crois, Tyler. Truc du genre, hein. 21, 22 ans. Non, c'est complètement fou. C'est complètement fou ce qu'il a réussi à faire. Je m'étais d'ailleurs posé la question en début de saison, est-ce que Tyler Herro va réussir à s'imposer dans un effectif comme le Heat, avec des gars aussi grande gueule, avec beaucoup de prestance, comme du Butler, etc. Et ben voilà. La question, il y a répondu. C'est oui. C'est même un très 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 grand oui de la part de Tyler Herro. Là, c'est juste un top 5 des actions qui se sont passées lors de Celtics Heat. Je vous mets ça là comme pour faire une petite pause pour avoir un petit peu de contenu un petit peu interactif. Je vous laisse regarder et puis on continue la preview. It is your top 5 all the way live. We're in the playoffs. Eastern Conference Finals, Celtics, Heat, getting Iggy with it. Give me that. Active hands. 3 steals in the game for Andre Iguodala, who finds Jimmy Buckets on the fast break. 24 for Jimmy Buckets. Jimmy Butler, that is. Number 4, Jason Tatum, scoreless in the first half, not a problem in the second. He had 28 and an N1 opportunity. He had his jersey number in the first and made up for it in the second. Number 3, Tatum, sharing is caring. That's Tice. Go get it, big man. The Dragon, Goran Dragic. That is a 3 and 1 more, so we call it 4. 4-point play, 22 in the game for the Dragon. And not only was the Dragon knocking down threes, he was sharing with his bigs. Go get it, Bam Adebayo. Finished with 20 and 12, one of the 3 assists from the Dragon, and the Heat handle business. And as your top 5 all the way live.
Ça, c'était un petit peu le top 5. J'ai pas voulu forcément mettre la vidéo des 37 points, notamment des 5-3 points de Tyler Hero dans sa série, parce que c'était un peu long, mais je vous conseille d'aller le voir. Je vous conseille clairement d'aller voir ça. C'était une perf. Pour un rookie, c'est dans les perfs all-time. C'est clairement dans les perfs all-time des rookies à ce stade de la compétition. Mais voilà, ça c'est un petit peu pour clôturer vraiment le débrief entre Celtics, Miami et Lakers Nuggets en finale de conf. Ça c'est un petit peu le tableau récapitulatif, c'est le tableau que moi j'avais donné pour ces playoffs. Vous voyez que en vert c'est GG, en rouge c'est du gros rip. Donc en finale je suis en rip complet. Ça, concrètement, voilà. Je l'ai dit, hein. À gauche, Houston, OKC, j'avais mis OKC, mais tout ça c'est parce que j'aime pas les Rockets. C'est absolument pas subjectif. Oui, c'est ça, objectif, pardon. C'est totalement subjectif par contre. Voilà, je suis assez content de ce que j'avais sorti. Vous voyez, j'avais mis. Par contre, j'avais quand même mis que les Nuggets sortaient les Clippers en 6. J'imaginais pas un 3-1 derrière. Pareil pour face à Utah. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Après autant de temps où vous dites, ça y est, le mec fait enfin la preview des finales, ce qu'on attendait, ce pourquoi on est là, parce que bon, ça fait quand même un petit peu longtemps. C'est Los Angeles Lakers, Miami Heat, les grandes finales NBA, qui on espère évidemment pour le plus grand plaisir du public, vont durer en Game 7. J'ai mis Game 7 en finale, donc j'espère qu'il y aura un Game 7. Et ça commence après-demain, donc ça commence de la nuit de mercredi à jeudi à 3h du matin pour les couches tard ou les lève tôt, mais genre les lève très très tôt. Vous pouvez aller dormir partir de 19h 20h et vous dire ok, à 2h45 je me lève et je me fais ce Game 1. En tout cas, moi je serai présent, ça c'est sûr et certain, et on en débriefera dans le stream qui suivra le soir même ou le lendemain, je ne sais pas, mais sachez que peu importe les streams, peu importe les jours de match, on débriefera ça, je vais y arriver, tous ensemble. Et on commence surtout, avant de débriefer, on commence par une grosse preview. Selon moi, à gauche, une équipe attendue. Et à droite, une équipe que personne n'attendait, sauf les fans du Heat. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a même ici, dans ce chat. Mais voilà. Difficile de pronostiquer quelqu'un d'autre que les Lakers à l'ouest. Peut-être les Clippers. Et on peut pas forcément donner tort à ceux qui aient pronostiqué les Clippers. Par contre, c'était plus difficile de pronostiquer le Heat à l'ouest, selon moi. Ceux qui l'ont fait, chapeau. Si vous avez parié le Heat en finale NBA, vous vous êtes fait un beau paquet de thunes derrière. Franchement, pour ceux qui avaient parié ça, c'est du gros GG, comme on dit. Mais voilà, c'est une finale assez inattendue, et je pense que ça nous réservera pas mal de spectacles. Parce que, alors, d'un côté, évidemment, on a une franchise historique de la NBA, en quête de son 17e titre. Donc si vous faites le calcul, attention, s'ils peuvent aller chercher le 17e, c'est qu'ils n'ont pour l'instant que 16 titres. C'est-à-dire qu'en cas de victoire lors de ces finales, les Lakers iraient chercher le nombre de titres de Boston, qui est pour l'instant la franchise la plus titrée, c'est-à-dire 17 titres en NBA. C'est quand même bon. Le dernier titre remporté par les Lakers, évidemment, c'était avec le grand Kobe Bryant qui nous a quittés, mais le côté Kobe, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc on a les Los Angeles Lakers qui sont arrivés en finale, avec évidemment dans l'effectif un LeBron James monstrueux, qui à 35 ans nous montre qu'en fait il est encore là. Ok, le mec, si l'année prochaine il dit je suis en finale et qu'il y va, il faudra pas être étonné en fait, faudra pas faire genre ah ouais, en fait il est réussi. Non, ce sera pas étonnant. 10e finale pour LeBron.
après le ratio victoire-défaite en finale NBA ne joue pas en son avantage, et évidemment c'est ce qui fait aussi en sorte que les détracteurs de LeBron et les grands fans de Michael Jordan vont dire MJ est au-dessus, parce que MJ c'est 6/6, LeBron c'est pas vraiment ça. Mais force est de constater que, et ça c'est pour la petite anecdote, LeBron James c'est sa 10e finale en tant que joueur. C'est plus que 27 autres franchises de la NBA. Je répète, LeBron James a joué plus de finales dans sa carrière que 27 autres franchises de la NBA. Les 3 autres franchises qui ont eu plus de finales dans leur histoire que LeBron sont les Lakers, avec 32 finales, les Celtics, 21, 17 gagnés, hein. Voilà. Et les Warriors, 11. C'est juste une de plus que LeBron. Sinon, toutes les autres franchises de la NBA n'ont pas joué autant de finales que LeBron. C'est le genre de truc, quand tu l'entends à la première écoute, tu te dis genre, hein, quoi? Puis quand on te le redit, t'es genre, ah ouais, d'accord. Je remets pas forcément en question le côté greatest of all time, etc. Ça, c'est votre avis. Ouais, j'ai le mien, tout ça. Mais c'est quand même, je trouve, c'était quand même une petite anecdote à souligner, parce que ça montre vraiment, pour ceux qui doutaient encore, du côté bestial, cyborg, surhumain d'un mec comme ça. Certes, c'est avec différentes équipes, avec différents collectifs. Il y est quand même allé, et il y est pas pour rien. Ça c'est pour les détracteurs de LeBron. Ça c'est juste pour les détracteurs de LeBron. Et du coup, il se retrouve face à une équipe de Miami qui, elle, de son côté, n'est plus allée en finale depuis 2014. L'époque du Heatles, avec Bronbron. Les beaux jours avec Bronbron, avec D-Wade et Chris Bosh. Donc voilà, c'est deux franchises en quête d'un titre qui leur échappe depuis pas mal de temps, parce que pas d'effectifs, parce que vraiment un peu dans le ventre mou de la NBA, surtout les Lakers ces dernières années, peut-être par rapport aux Heat qui pouvaient encore prétendre à certaines places en playoff, mais pas forcément un grand parcours derrière. Je vais focus sur Miami pour commencer, et puis on passera du côté de la cité des anges. Pour le Heat, j'estime qu'on n'arrive pas en finale si on n'est pas capable de s'ajuster dans toutes les séries qui précèdent. Vous allez me dire, voilà, tu n'es pas forcément en train de nous faire une grande analyse, c'est un peu logique, mais je l'ai dit quand j'ai débriefé des finales de conf et du parcours du Heat, et je le redis maintenant, la capacité d'ajustement d'Eric Spoelstra et de son effectif lors de toutes les séries, notamment face à celle des Bucks où ils étaient opposés au MVP en titre, maintenant double MVP en titre, Giannis, qui certes a été blessé, mais face à un effectif qui derrière est pas dégueu, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour moi, ils étaient clairement désavantagés. Enfin, les Bucks étaient les grands favoris de cette série, et ils ont réussi à s'ajuster. Il y a eu de l'ajustement face à Boston, c'est clair, c'est sûr et certain. Il y a vraiment eu de l'ajustement, et on l'a vu. Ils ont empêché des gros scoreurs d'aller chercher des paniers très tôt dans le match. Par contre, eux, ils ont été très très forts à tous les postes. Je pense que tous les postes au niveau du Heat a réussi à faire du bon match en termes de scoring, et avec tout ce qui va avec sur les côtés. Donc je pense que la qualité d'adaptation du Heat a fait en sorte que, outre l'effectif, il soit là en finale NBA aujourd'hui. Et ça pourrait être un gros facteur lors de cette série, surtout si on a de l'opposition dans la raquette avec du gros Anthony Davis et du Bam Adebayo. Mais donc le Heat, voilà, c'est de la capacité d'adaptation. C'est pour moi aussi un collectif incroyable.
incroyable, je l'ai dit. Ça peut scorer de partout. Ça fait confiance à des vétérans, ça fait confiance à des rookies, ça fait confiance à des sophomores, ça leur donne des minutes. Et derrière, en gage de merci, ça fait des matchs claqués au sol. Ça fait des matchs claqués au sol. Ça te renverse des séries, ça te maîtrise son sujet. Et on peut que dire bravo pour en être arrivé là. Donc on a clairement vu qu'ils étaient capables de se reposer parfois sur un joueur. On l'a vu Tyler Hero quand il a pris feu, à mon avis ils lui ont laissé les clés du camtar en lui disant vas-y frère, fais-toi plaisir ce soir, t'es en feu, nous on est derrière pour assurer les points, mais c'est toi qui vas nous mettre devant. Mais ils ont vraiment réussi à trouver, cet équilibre entre vétérans et jeunes joueurs. C'est assez fou. Je pensais pas qu'une équipe en reconstruction serait capable de trouver ses ajustements, de faire ses ajustements et d'arriver à ce stade-là des playoffs. Donc voilà, franchement, je suis vraiment surpris. Je pense que je suis pas le seul. Comme je l'ai dit, Jimmy Butler est un peu le grand patron de l'équipe, même si pour certains, évidemment, il y a vraiment les détracteurs de Jimmy qui disaient que peut-être pas en playoff, enfin en finale, qu'il serait jamais le patron d'une équipe, ce genre de truc. Je l'ai dit, je le redis, Jimmy Butler a fermé des bouches. Jimmy Butler a fermé des bouches. Et force est de constater que le gars est en finale et que quand on voit ce qu'ils ont sorti lors de ces playoffs, si les Lakers sont favoris pour les bookmakers, etc., pour moi, j'entends quelqu'un me dire « Ah non, gros, les Lakers sont pas favoris. Pour moi, le Heat est favori vu ce qu'ils ont fait. » Oui. Oui, clairement, je peux dire oui à cette phrase parce que on n'est pas à l'abri de voir peut-être Lakers qui mènent 2-0 et en fait le Heat qui dit bon ok, c'est Spoelstra qui dit bon les gars, on va se recentrer, on focus, et là maintenant le game suivant il est pour nous et en fait on va les mettre dans la muse au niveau moral et le game encore d'après il est pour nous, on fait 2-2 et là on relance complètement la série et après let's go, on est parti, et là pour le public game 7. Mais non, ce qui est clair, c'est que Miami a vraiment montré lors de ces séries, et même des matchs en général, que même mené de 10, parfois 15 points, c'était pas vraiment un problème en fait. C'était pas la mort. Besoin d'un petit temps mort, besoin d'un petit réajustement tactique, et derrière, ça comble le retard. Et en plus de combler le retard, en fait, ça prend un peu d'avance. Donc... C'est vraiment une question de collectif, une question tactique et des petites remontadas comme ça qu'ils ont faites, même si en termes de remontada on peut, par exemple la 3-1 lead des Nuggets c'est une remontada, mais être mené dans un quatrième quart d'une dizaine de points, arriver à revenir et à refaire son retard et justement à passer devant après, je trouve que ça montre quand même pas mal de force mentale et d'ajustement. Et Miami pour moi a cette capacité de terminer un match en faisant des très gros runs si les défenses adverses sont un petit peu brouillonnes. On l'a vu avec les Celtics, une fois que ils ont un petit peu la main en fin de match, dans la fin du match évidemment, dans le dernier quart, arrivé le money time ou même un petit peu avant, Miami sont capables de se dire genre en fait on n'a pas l'impression qu'en face ils sont capables de mettre des paniers parce qu'on défend très bien et ça passe pas. Donc en fait nous ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de défendre là maintenant, mais on va attaquer et en fait ce match on va le fermer. On va faire en sorte que de plus 4, là maintenant on passe à plus 12 et merci au revoir, c'est terminé. C'est terminé, bye bye. Ils l'ont fait, ils l'ont montré. Je pense que c'est pour moi l'une des plus grosses forces de Miami et c'est un des points sur lesquels les Lakers vont vraiment devoir faire attention si jamais les Lakers ont un gros retard ou un retard moyen dans le quatrième quart, c'est vraiment faire attention à ne pas laisser filer le Heat. Ça, on peut le dire, ça c'est avec chaque équipe et tout, mais le Heat a vraiment montré pour moi une très grande force à ce niveau-là, c'est être capable, avoir le mental nécessaire pour se dire outre la défense, maintenant, on va mettre les points nécessaires pour terminer ce match et il est pour nous.
Donc à voir si cet ajustement, cette capacité pourra être mise en avant face aux Lakers, parce que justement en parlant des Lakers, pour moi un petit peu à l'inverse de Miami, il y a des bons joueurs, il y a une bonne équipe, évidemment on n'arrive pas en finale NBA sans avoir une équipe qui tourne, un bon effectif derrière, mais pour moi il y a un moins gros collectif. Il y a la hype, il y a le banc, il y a les joueurs d'expérience, ils se connaissent, etc. Ce que vous voulez. J'ai quand même l'impression qu'il y a... Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a vraiment ce côté... Miami, c'est une grosse team, tu vois. C'est une team. Par contre, les Lakers, c'est LeBron, Anthony Davis, et derrière, il y a l'équipe. Tu vois. C'est les deux gars qui portent l'équipe. Une équipe qui fait le taf, hein. Évidemment, je l'ai dit, hein. On n'arrive pas en finale NBA si l'équipe derrière elle fait pas le taf. Du Rajon Rondo qui est arrivé, qui a dit genre les gars, moi j'ai l'expérience des playoffs et je vais vous le montrer. Du Dwight Howard qui a su se montrer très important dans les séries où on avait besoin de lui. Je pense que évidemment les Lakers vont devoir s'appuyer sur leurs deux gros superstars, mais qui devront aussi faire attention en termes de tactique par rapport aux performances parfois un petit peu en dents de scie de certains joueurs, mais aussi à la... je trouve pas le mot. À la distribution, voilà, à la distribution des minutes, aux minutes accordées aux autres joueurs de l'effectif, du Kuzma, du McGee, etc. Faudra vraiment que Frank Vogel là-dessus soit très très attentif, parce que en termes de grand coach, en face de lui, c'est pas rien. Il y aura Erik Spoelstra, 5e finale, si je dis pas de bêtises, 5e finale NBA. C'est très très lourd. C'est du très très lourd du côté d'Erik Spoelstra. Donc il va évidemment y avoir une bataille de coach, il va y avoir évidemment une bataille tactique. Juste en termes de coach pur, je donnerais un avantage à Spoelstra. En plus, Spoelstra et Pat Riley, le grand patron du Heat, qui est ancien head coach, connaissent très bien LeBron James. Donc, il va y avoir des retrouvailles qui... attention, ça peut peut-être tourner à l'avantage de l'un ou de l'autre. Donc, pour moi, Frank Vogel peut rivaliser avec Erik Spoelstra dans la bataille des coachs, mais il faudra vraiment faire attention à ces minutes un petit peu inutiles, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, qui ont été données à des joueurs, comme on a pu le voir dans la série face aux Nuggets. Donc, par contre, évidemment, je l'ai dit, les deux grands joueurs du côté des Lakers, c'est AD. Si AD commence à nous faire un début de série en mode Minitel en termes de stats, c'est du 30 points et du 12 rebonds minimum, attention. Moi je l'ai dit, et on y reviendra après pour les pronostics et les prédictions. Anthony Davis, c'est du très 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 lourd et du très sérieux pour le MVP des finales s'il nous sort une série en finale comme il a fait juste avant, comme il a fait en playoff. Et évidemment, à côté de lui, on a le patron. Même si Anthony Davis sort les meilleures stats, les Lakers, c'est pas l'équipe d'Anthony Davis. Les Lakers, c'est l'équipe de LeBron. L'équipe de LeBron James. 10e finale. Et comme on dit là-bas aux États-Unis, LeBron, c'est man on a mission. C'est un gars, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est un gars qui a une mentalité incroyable, qui a un mental de fou, qui a des ressources physiques dont on n'a pas idée, parce qu'on a peut-être vu, mais en fait, on voit et on peut juger, mais je sais pas si on s'est déjà, on se rend compte juste vraiment après en fait de ce que LeBron est capable de faire. Ce que LeBron a sorti là dans le dernier game, le game 5 face aux Nuggets, 38 points, 16 rebonds et 10 passes décisives, c'est une perf de grand malade. Il y a un tir à 3 points qui est dégueulasse parce que c'est sur une attaque
qui est mal gérée. Il ne sait pas quoi faire. Finalement, il se dit, je prends un 3 points. Ça rentre. Rien à dire. L'attaque est mal gérée, mais le panier y est. Mais c'est une perf de grand malade. 35 ans, ça sort un triple-double pour te terminer une série. Attention. Attention. Parce que LeBron, c'est un homme en mission. Mais outre cet homme en mission, les Lakers sont une mission aussi. Et pour moi, c'est ce qui, évidemment, les motive encore plus à aller chercher cette bague. Outre le fait d'être juste champion NBA, c'est le côté Kobe. Kobe qui nous a quittés au mois de janvier. Les Lakers, depuis, pour eux, c'est impossible de ne pas faire un lien, de ne pas être motivé par ce... On gagne le titre pour Kobe, en fait. Certes, on aura une ligne à notre palmarès, on aura une bague, tout ce que tu veux. Mais en fait, ce titre, c'est pour les Lakers, parce que c'est notre franchise, mais c'est surtout pour Kobe, qui est une des plus grandes images des Lakers. Donc, je pense que, outre LeBron, tous les joueurs sont motivés par ça, mais LeBron, là maintenant, il le sait, il est à 4 victoires d'un titre, d'une 4e bague, mais surtout d'un des titres les plus fous et d'une des façons les plus incroyables de rendre hommage à une légende de la NBA qui nous a quittés. Donc attention lors de ces finales, parce que le trophée que vous voyez, c'est le trophée Larry O'Brien, c'est le trophée des grands vainqueurs de la NBA, et du coup on en vient au pronostic. On arrive au pronostic et aux joueurs à suivre, et après ça, si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Pour moi, d'abord, le joueur à suivre, il y en a plein, évidemment. Évidemment qu'on va regarder du LeBron, évidemment qu'on va regarder du Jimmy Butler. J'ai quand même envie de mettre Anthony Davis. Pour une simple et bonne raison, c'est que vu ce qu'il a sorti depuis le début des playoffs, là maintenant, il sort les mêmes stats, il est MVP des finales, et c'est incontestable. Il sort les mêmes stats, on donne le MVP des finales à LeBron, c'est juste une histoire de LeBron à son MVP des finales. Mais Anthony Davis, c'est un grand malade. S'il arrive à s'imposer dans la raquette du Heat, comme il l'a fait lors des premières séries et face aux Nuggets, ça va être un grand fou. Ça va être un grand fou. On a vu, il peut en mettre, ça arrive, hein, un buzzer beater comme ça, mais Anthony Davis, c'est pas moins de 20 points, quoi. C'est pas moins de 20 points, voire même peut-être 25 points. Je vois très bien Anthony Davis nous sortir une moyenne d'un, pourquoi pas, un 30, 11, 30, 12, 30 points, 12 rebonds. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Même dans la défaite, hein. Même dans la défaite du 30 points, 12 rebonds d'Anthony Davis, c'est clairement pas impossible. Et attention, à partir de ce moment-là, si Anthony Davis nous sort des perfs comme ça et que derrière les Lakers ça tourne, attention pour le hit. Que je ne donne pas. Tu vois, on arrive maintenant à la prédiction. Ça n'a rien à voir avec le maillot que je porte. Je tiens déjà à le préciser. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de maillot. Ah si, j'ai un maillot du Heat. Ah, je suis con en fait. J'ai un maillot du Heat là derrière. Ok, attendez. Comme ça, on va pas croire que je suis biaisé. Voilà. Entre les Lakers et Miami, pour moi, les Lakers vont l'emporter en 6. Voilà. On peut clipper tout ce que vous voulez. Pour moi, les Lakers s'imposent en 6 face au Heat. Un Heat très robuste. Je ne pense... Ça pourrait peut-être arriver lors d'un match, peut-être le premier, mais je ne vois pas les Lakers forcément remporter leur match de 15 points à chaque fois. Ça j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Je pense que ça va se terminer en 6.
Ça reste mon avis. Mais donc voilà, là on arrive tout doucement à la fin de cette preview. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien kiffé. Mais j'en arrive à vos questions. J'en arrive évidemment aux questions. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez même un avis, parce que je vois ici que Desco nous sort un 4-3 pour... ça peut arriver à un Game 7 de folie. Mais 4-3 pour qui ? 4-3 pour qui ? Parce que justement, à partir de ce moment-là, il faut voir. Si tu me dis 4-3, attention, il y a 2 équipes en finale. Donc ça peut être 4-3 pour le Heat, ça peut être 4-3 pour les Lakers. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez même votre avis à donner là-dessus, n'hésitez pas, je vais remonter un petit peu. Je vois que Fly nous a sorti que pour lui, j'ai vu le message qui était sorti par rapport au débrief Celtics Heat, qui nous dit que ils ont eu une habitude de courir après le score depuis quelques années, mais là beaucoup de mouvements d'effectifs, et que le retour d'Hayward en intermittence n'a pas aidé non plus. C'est vrai, non mais c'est clair, je l'ai un petit peu dit parce que j'avais vu le message de côté. C'est clair que le retour en intermittence de Gordon Hayward n'a pas forcément favorisé les rotations et la mise en place d'une rotation définitive du côté des Celtics. Après, tu peux être une équipe qui a l'habitude de courir après le score, mais tu vois, enfin, il y a des moments où tu te retrouves face à une équipe qui a la capacité. Enfin, tu pourrais être l'équipe qui a la capacité de revenir, mais tu pourrais te retrouver face à une équipe comme le Heat par exemple, qui elle a la capacité de terminer sa série, et du coup, de tout simplement te dire non en fait, tu passes pas, et nous on va rester devant, et toi, merci, au revoir. Donc voilà, ça c'est après ça reste mon avis évidemment, si vous avez le vôtre, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le partager ici dans le live, ou bien évidemment dans la section commentaires de YouTube, car cette vidéo ira sur YouTube par la suite pour ceux qui vont le revoir en vitesse, rattraper un petit peu leur retard avant les finales NBA. On va se laisser ici, tranquillou. Je vais juste répondre. Je vois qu'il y a une réaction. Je vais répondre à ça, et après on fera un tout petit break avant de se retrouver. Fly, alors paradoxalement pour moi c'est plus Boston qui perd que Miami qui gagne, en gros. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis en fait que pour moi le gros point faible de Boston, c'est de ne pas avoir réussi dans les moments où ils étaient en retard par rapport au score à avoir cette capacité mentale de revenir, parce que de l'autre côté, Miami eux ils ont juste dit nous on garde l'avance, tu vois, nous on gère notre truc, on met quelques paniers en plus pour terminer, et voilà quoi. Je pense qu'il manquait un petit peu, il a manqué un petit peu ce petit déclic mental à Boston pour revenir dans cette série face à Miami. Ils avaient les capacités, hein. Ils avaient la capacité, ils étaient pas en dessous. Enfin, clairement, Miami est incroyable dans ses playoffs, mais Boston n'est pas forcément beaucoup plus faible non plus, quoi. 4-3 pour les Lakers avec un gros match de Toto, Anthony Davis. Alors, de là à dire un gros match, moi je pourrais dire carrément des gros matchs. Ok, ça va, je note. 4-3 pour les Lakers, ça va en Game 7. Alors moi, personnellement, je pourrais regarder en live le Game 1, le Game 4, le 6 et le 7. Les autres, je les regarderai en différé directement le lendemain matin. Donc attention aussi pour ceux qui viendraient dans les lives. Quand il y aura ces finales, je serai souvent à l'heure, je serai à jour plutôt. C'est-à-dire que s'il y a un match et que le soir il y a un stream, je serai à jour, donc on pourra en débattre. Attention pour ceux qui voudraient peut-être pas se faire spoiler parce qu'ils n'auraient pas encore vu le match le soir même. Attention surtout parce que pour avoir d'autres personnes qui vous spoilent avant moi le soir même. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on pourra évidemment débriefer lors des petites discussions, des petites judge chatting qu'on se fera en direct lors des streams au lendemain ou surlendemain des différents games de ces finals NBA, avec Fly qui nous dit 4-1 pour les Lakers.
je te trouve un peu sévère. En tant que fan de Boston, est-ce que tu serais pas en train de mettre ça juste pour que le Heat se prenne une rouste et qu'on dise genre attention, le Heat est pas si fameux que ça en fait. attention, je mets ça sur la table, après t'en fais ce que tu veux, mais moi personnellement j'ai l'impression que derrière ce 4-1 se cache un fan de Boston un peu frustré. Après tu peux dire complètement que tu peux dire 4-1 et dire non j'assume tu préférais le Heat, ok d'accord, ok, donc Fly nous dit 4-1 Lakers, mais préférait voir le Heat gagner. Ok, c'est legit. Je peux l'entendre. Ou alors Desco qui change d'avis, le mec il a mis sa chemise puis il a fait j'aime pas cette chemise, je vais en mettre une autre, et du coup il passe d'un 4-3 pour les Lakers à un 4-2 pour le Heat. Le mec franchement c'est même pas il change d'avis comme de chemise, c'est les mecs qui changent d'avis comme de penderie complète derrière. En grosse surprise, je suis indécis, je le vois, mais voilà, c'est les finales c'est les finales, qu'est-ce que je te dis. Moi à partir du moment où l'année passée t'as les Toronto Raptors qui explosent les Warriors, un petit certes diminué, on n'en démord pas évidemment, je ne dirais pas le contraire, mais les Raptors qui gagnent face à des Warriors qui sont peut-être donnés un petit peu favoris avant que ce soit l'hécatombe en termes d'infirmerie. On n'est pas à l'abri. Mais objectivement, au vu des oppositions et des rencontres Miami-Lakers durant la saison, je dis 4-1 Lakers. Ok, je l'entends bien et je prends vos prédictions, et moi je dis qu'on se retrouvera à mon avis, c'est 3e semaine d'octobre maximum s'il y a du Game 7 pour comparer un petit peu ce qu'il y a eu et se dire genre on avait raison, c'était plutôt pas mal. C'est la fin de ce podcast. Merci évidemment à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui étaient là présents dans ce stream, merci à ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas, tant que vous y êtes, sur la plateforme de Google, à taper un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à réagir, à dire aussi vos prédictions dans la section juste en dessous. Nous on va faire un petit break ici et on se retrouvera juste après. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Twitch, twitch.tv/moret_ed. Je vous dis à tout de suite, je vous laisse un petit peu de fond musical et je reviens juste après.